Bonjour à tous, donc on est réunis sur ce live pour un direct du jardinier un petit peu particulier. On est comme d'habitude au potager de la maison du jardinage qui se trouve dans le 12e arrondissement, dans le parc de Bercy. On est en présence, on ira le voir tout de suite, de Franck, qui est le jardinier de la maison du jardinage. Et donc en ce moment c'est l'été. L'été, les chaleurs risquent de revenir malgré quelques passages de pluie. À cette époque de l'année, qu'on se pose la question de savoir comment gérer l'eau et comment l'économiser surtout. Salut Franck. Bonjour. Je disais qu'en ce moment, l'été et les périodes qui d'habitude sont plutôt chaudes arrivent et que c'était le moment où on se posait, le moment de l'année où on se posait la question de la gestion de l'eau et notamment ses économies. Je pense que le sujet que tu vas nous proposer aujourd'hui s'insère dans cette problématique. Et donc aujourd'hui tu nous proposes une émission sur les Hoya, c'est ça? Ouais. L'idée c'est la première chose qu'on fait pour économiser l'eau l'été, c'est d'utiliser un paillage. On voit bien ici là à côté les cultures. Là c'est des paillettes de chanvre qu'il y a à côté. Donc en plus elles sont claires, donc elles reflètent le soleil. Donc on va utiliser toutes les méthodes pour économiser le plus d'eau possible. Donc là c'est une économie qui évite, les paillettes de chanvre, ça permet d'économiser de l'eau en empêchant l'évaporation de l'eau de surface. On avait dit aussi que le binage qui valait 2 arrosages, c'était parce qu'on cassait la croûte et du coup on évitait l'eau par capillarité, cette espèce de plaque, et donc l'eau qui venait en profondeur. C'est ça. Alors attends, pour tous ceux qui regardent et qui ne comprennent pas à quoi on fait allusion, on vous renvoie sur la chaîne YouTube Paris Nature. Sur YouTube, vous allez sur Paris Nature. Vous regarderez, on a posté, en fait, Franck parle du dernier live Insta qui portait justement sur le paillage d'été. Et donc effectivement, on a parlé de cette faculté qu'avait le paillage d'éviter l'évaporation de l'eau. Voilà. Donc on va dans cette, on continue un peu dans cette direction, hein. Mais on va un petit peu plus loin en utilisant une technique millénaire. Puisque là on va parler des Hoya. Donc là c'est ça les Hoya, hein. C'est une poterie en terre cuite et qui est spécialement conçue pour avoir une bonne porosité. C'est-à-dire que l'eau va traverser la paroi de la poterie. Donc elles sont créées spécialement pour ça. Après on peut aussi en créer soi-même avec des pots en terre. Alors ça ne sera pas la même porosité, donc il n'y aura pas forcément autant d'eau qui traversera la paroi. Donc il y a des fabricants, hein, qui font que ça. Ça coûte assez cher, mais c'est très efficace. Ça coûte combien un pot comme ça? Alors je sais pas. D'accord. Je parle pas de prix, mais je sais que c'est pas donné. Ok. Donc c'est une technique qui remonte au plus loin à 4000 ans. Donc, il y a 4000 ans, les Chinois utilisaient cette technique pour irriguer, notamment en période de sécheresse. Puisque le gros avantage, c'est que c'est un objet qui va être enterré. Donc là, j'ai fait un trou. Donc pour savoir la bonne profondeur, un petit truc, hein. Je mets ma bêche à côté et je veux en fait enterrer. Donc là, je vais faire dépasser ça en fait. Donc je vais enterrer jusque là. Donc je regarde à peu près et c'est là, au niveau de ma bêche. Tu vois, à peu près là je vais enterrer à ça. Tu vois. Donc je regarde au niveau de mon sol. Il y a une règle comme ça sur la profondeur à laquelle doit être enterré l'Hoya? Complètement, à moitié, un tiers? 90%. D'accord. Donc c'est ce que j'ai montré. Ok. Donc tu vois, ça va être à peu près ça. Bon, je vais creuser un tout petit peu. Hop. Voilà. Donc on va la poser à plat pour pouvoir la remplir ensuite. Voilà. Tu vois, il doit y avoir, bon là, à peu près ça. Voilà. Quand on fait un trou, on prévoit le foisonnement. C'est-à-dire que quand on enlève de la terre, elle gonfle avec l'aération. C'est-à-dire elle s'aère, elle gonfle. Donc ça va se tasser un petit peu, mais voilà, tu vois, par rapport à la surface, ça va être à peu près comme ça. Ok. Alors il y en a une qui est déjà faite, hein, tu vois, à côté. On peut enlever le... Ah ouais. La hauteur, c'est à peu près ça. Là, je l'ai pas mal enterré, mais on peut l'enterrer un petit peu moins. Ok. Donc le fait qu'elles soient enterrées, ça permet d'avoir de l'eau qui est à température, tu vois, qui ne va pas être trop... Si elle était hors du sol, elle chaufferait. Donc on aurait un choc thermique avec de l'eau trop chaude par rapport aux racines des plantes.
Alors que là, elle est au même niveau que les Ah racines. ben, même température que le sol. Ouais. Ouais. Et l'intérêt, c'est que du coup, on va apporter directement au niveau des racines de l'eau. Et donc du coup, ça va permettre aux racines de se développer en profondeur et de permettre à la plante de se débrouiller toute seule. C'est-à-dire qu'elle va vraiment développer son système racinaire. Quand on n'arrose pas au-dessus, si on n'arrose pas assez, l'eau elle ne va pas aller jusqu'au fond. Et donc du coup, les racines vont rester, elles vont pas se développer en profondeur, mais elles vont rester à peu près à la même, tu vois. Et ça, on ne le sait pas parce qu'on ne le voit pas. Tandis que là, on sait qu'à tant de centimètres, je l'enterre, donc j'ai de l'eau à cette profondeur. En fait, les racines vont à l'endroit où elles trouvent le plus facilement de l'eau. J'imagine que c'est ça l'idée. Ouais. C'est la nature, c'est simple, quoi. Okay. Donc, là, j'ai montré la partie qui est pas paillée et la partie paillée. On va rajouter le paillage autour, en fait. Hein. Ouais, c'est double. Voilà. Donc, on va éviter l'évaporation de surface et l'évaporation de profondeur. Donc, tu vois, j'enterre comme ça et après. La mise en œuvre est assez simple. En fait. Voilà, bah, tu fais le trou qui correspond à la taille. Alors il y a différentes tailles. Il y a des tout petits qui font 750 ml, 75 centilitres, jusqu'à... Là on est à 5 litres. Donc avec un pot de 5 litres d'eau enterrée, je vais couvrir une surface d'arrosage de moins d'1 mètre carré, 80 cm². D'accord. C'est-à-dire 80 par 80. Donc là, je vais les éloigner, tu vois, là, ce pot-là va couvrir les besoins des 4 pieds de tomates qui sont ici. D'accord. L'idée, c'est que ça soit 50 cm. Tu vois, là, chaque pied de tomate est à 50 cm à peu près, du coup, celui-là, il est peut-être un peu plus loin. Et donc, l'eau qui est dedans va être diffusée vers la terre sèche par capillarité. C'est-à-dire que le fait que la terre soit sèche, alors là, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais le fait que la terre soit sèche autour, ça va attirer l'eau vers l'extérieur, par capillarité. Donc diffusée à travers les parois poreuses du pot en terre. Voilà. En plus la tomate, c'est assez gourmand en eau, non? Oui. Alors après, il y a des expériences qui ont été faites, notamment par Pascal Potts, alors, je ne sais pas si je prononce bien, dans le sud de la France, et qui a sélectionné des tomates qui résistent au manque d'eau. Lui, il a fait une sélection génétique, hein, c'est-à-dire qu'il a sélectionné, il habitue déjà ses légumes à résister un petit peu aux conditions climatiques. Et après, génétiquement, il a gardé celles qui résistaient et il les a multipliées, il a utilisé les graines. Et petit à petit, il a fait une sélection de tomates qui demandent moins d'eau. Quasiment pas d'eau l'été. D'accord. Dans le sud, hein, tu vois le truc. Il y a une réponse de Fifi qui nous a rejoint, qui dit que pour un Oya de bonne qualité, ça peut tourner autour de 150 €. Donc effectivement, ça correspond à ce que tu disais, voilà, c'est quand même par rapport au prix d'un pot qui est dans la même matière. C'est ça, c'est pas donné, quoi. Ouais. Et, du coup, là... Mais quand même, il faut dire une chose, c'est que c'est un investissement. C'est-à-dire que là, on sait qu'en moyenne, un Oya nous permet d'économiser de 50 à 75% d'eau, suivant les types de sol, suivant le climat, etc. Mais au minimum 50% d'eau quand c'est bien utilisé. C'est-à-dire en couvrant la bonne surface, en diffusant, tu vois, si j'en mets là, tu vois comment je les espace. Hein. À chaque fois, je fais 4 pieds, ces 4 pieds-là, ces 4 pieds-là, ces 4 pieds-là. Donc au bout d'un moment, on s'y retrouve au niveau de l'économie de l'eau. Donc voilà, c'est tout simple, hein, tu vois, je l'ai enterré comme ça. Et après, je le remplis d'eau. Alors je ne vais pas le remplir d'eau aujourd'hui parce que vous avez remarqué quand j'ai creusé, tu vois, la terre là, elle est trempée, elle est pas qu'un peu, tu vois, tu vois, là il a beaucoup plu, donc elle est, tu vois, là regarde, j'arrive à faire un boudin tranquille. Quoi. Puis il ne se désagrège pas du tout comme tu nous montrais les autres fois. Voilà. Alors, bon. Donc voilà, j'enterre comme ça. Et évidemment, il y a un couvercle pour éviter que l'eau qui est dedans s'évapore. Ouais. Voilà. Donc on a un truc qui est dans le sol et du coup, ça simplifie aussi l'arrosage. Parce que quand tu as des pieds de tomates comme ça, bon là j'ai fait exprès de ne pas couvrir tout le paillage pour voir la différence avec là-bas, mais tu fais pied par pied, tu vois. D'accord. Là, tu sais que tu remplis ton Oya et quand il est vide, tu remets de l'eau. Alors combien de temps ça dure pour 4 pieds? Si on est en plein été, ça va de 3 jours à 5-6 jours. D'accord. Au max,
alors pour un 5 litres, hein, si tu mets un 10 litres, Oui, parce que là, ce sont des 5 litres, hein, ce que tu me disais tout à l'heure. si tu mets un 10 litres, tu peux tenir 8 jours. 8 jours, c'est le max. Ok. Ça veut dire que si tu pars en vacances, tu le remplis. Et puis quand tu reviens, tu le remplis. Ça va pas au-delà. D'accord. Et ça se substitue complètement à l'arrosage à l'arrosoir, par exemple. Oui. Puis du coup, ça me paraît, presque magique en fait. C'est simple. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que ça régule. C'est-à-dire que si tu as un sol mouillé comme ça, que je mets de l'eau, l'eau, elle ne va pas être diffusée puisqu'il n'y aura pas le phénomène de sécheresse de la terre à côté. Parce qu'en fait, quand c'est sec à côté, l'eau, du coup, est attirée vers la terre, enfin la terre sèche aspire l'eau un petit peu, si tu veux. Et donc, du coup, ça déclenche l'arrivée d'eau. Donc, l'eau est diffusée. Donc, l'eau qui est dans le Hoya diffuse 1,5 fois autour de son diamètre. Tu prends tu vois, on a vu le diamètre, bon là je l'ai enterré, mais le diamètre était comme ça. Tu multiplies par 1,5 et c'est la zone de diffusion naturelle, sans parler du système racinaire. Donc les racines vont se rapprocher de cette source d'eau automatiquement. Et tu vois, même sans. Alors, au bout d'un moment, les racines vont toucher le pot. Mais au départ, il y a quand même une diffusion de l'eau vers l'extérieur du pot, sans avoir besoin de racines. Ce n'est pas les racines qui vont chercher l'eau. L'eau est diffusée. Voilà, par exemple, le schéma, tu vois. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, a priori. Voilà, tu fais ton trou, tu l'enfonces comme on l'a dit, tu vois, ça dépasse juste le collet comme je le montre là. Ça. Et les racines, alors là ce qu'on ne montre pas, c'est la diffusion de l'eau. Mais tu vois, donc ça se devine puisque le niveau de l'eau. Alors pour le voir un petit peu mieux, j'ai une autre feuille. Bien, tu as préparé tout un. Voilà, pour avoir une image de ce qui se passe dans le sol, ce qu'on ne voit pas. En fait, tu vois, là on voit qu'il y a des mouvements, tu vois, les flèches qui montrent qu'il y a un mouvement d'eau quand même vers l'extérieur. Et ça se régule tout seul puisque dès que la terre sèche, la terre, entre guillemets, aspire l'eau, tu vois. D'accord. Et par capillarité, ça passe à travers les parois poreuses. Tu vois, c'est pas les racines qui vont aller chercher l'eau. D'accord. Bon, elles viennent vers cet endroit-là, hein, tu vois. Effectivement, on retrouve ce schéma-là. L'eau, elle va quand même aller vers les racines, pardon, vont aller là où il y a l'eau. Mais en fait, c'est plus comme ça, tu vois. Donc on voit la diffusion de l'eau hein, qui va tout autour. 1,5 fois de diamètre, hein, tu vois. On voit bien autour. Donc ça diffuse quand même pas mal autour. Et ça régule, comme je disais, si là c'est mouillé et que je mets de l'eau, l'eau ne sera pas aspirée vers l'extérieur puisqu'il y a de l'eau. Elle restera finalement, elle restera dedans, longtemps, en réserve. Ouais, bien sûr. Et dès que le sol va s'assécher, ça va commencer à pomper l'eau entre guillemets à travers les parois. Ce qui est bien, c'est qu'en fait l'Hoya s'adapte aux besoins puisque il régule un petit peu. Oui, c'est pas mal ça. Exactement. Donc ça c'est un effet qui est sympa, plus l'effet effectivement de développement des racines en profondeur puisque c'est un pot qui est enterré, tu vois. Plus le fait que ça simplifie l'arrosage puisque au lieu d'arroser les 4 tomates qui sont ici, j'arrive, je soulève mon couvercle, je remplis mes 5 litres, tu vois. Et je le referme. Et après, tu as juste à surveiller quand est-ce qu'il se vide et tu l'arroses à ce moment-là. Voilà. Et je le re-remplis. Tu ne te poses pas de questions sur l'état de sécheresse de ta terre. Alors, parce que tu le vois, en fait, tu le constates avec exactement. Et en plus, j'évite l'évaporation puisque l'eau est au fond. Tu vois, elle n'est pas en surface. Alors en plus, je rajoute, tu vois, comme ici, du paillage autour. Donc je protège la surface du sol. Plus je mets de l'eau dans le sol. Tu as les avantages du paillage qu'on a vu la semaine dernière. Ce qui fait que l'eau déjà va pas créer ces espèces de conduits dont tu parlais. Les capillaires, ouais. Les capillaires, ouais. Espèces de cheminée. Et en plus, tu vas encore plus éviter l'évaporation grâce au paillage. Voilà. C'est vraiment le top, quoi. C'est super ça. Ok. Donc là, effectivement, on fait pas le test en ce moment parce que on voit la terre, là j'ai creusé, tu vois, la terre est humide. Très humide, je sais pas si vous voyez. Mais donc il a beaucoup plu, donc tu vois. Voilà. Quand on voit la terre de surface et celle qu'on a creusée. Voilà, donc là il n'y a pas de souci d'eau, hein. Les plantes, on les a pas arrosées. Hein. Cette semaine on les a pas arrosées. Il y a tellement eu d'eau que. Voilà, et je referme. Alors on a Lison d'Avril qui pose une question, mais alors Lison, tu as dû choper le live en cours. Tu disais en tout début de live que bon, ça c'était des produits finis qu'on trouvait dans le commerce.
mais qu'on pouvait expérimenter avec des pots qu'on bricolait, quoi. Ouais. Et donc Lison nous demande pourquoi ça ne marcherait pas avec des pots à fleurs classiques en terre. Alors ça marche, hein, j'ai pas dit que ça ne marchait pas. Ah non, mais t'as pas dit que ça marchait pas. Ouais. Il y a des petits. Donc la différence entre un pot en terre qu'on achète pour mettre des plantes dedans et les Hoya, c'est que les Hoya ils sont fabriqués spécifiquement. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, leur porosité au niveau de la paroi est optimisée pour qu'il y ait plus de diffusion d'eau vers le sol. Mais ça peut marcher avec des pots en terre. Il faut juste que le trou du fond soit bouché hermétiquement. Donc il faut trouver un moyen de le boucher hermétiquement. Okay. Mais il ne faut pas du tout que ça circule. Hein. Donc il faut trouver des moyens pour que ça ne circule pas. Le plâtrer ou voilà. Et trouver un couvercle. Donc on peut utiliser par exemple la soucoupe du pot. C'est quand on achète un pot, on peut avoir les pots en terre, on peut acheter la soucoupe qui est du bon diamètre. Et elle va, tu vois, la soucoupe qui est comme ça, qui va recevoir, tu sais, avec la petite bordure, et ben tu la mets dessus. Et après tu arroses. Donc oui, effectivement, on peut utiliser des pots en terre. Après, peut-être qu'il y a aussi la question de la composition ou des qualités de l'argile, tu vois, peut-être que sur les... Mais c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est la porosité est optimisée par rapport à l'utilisation, enfin en fabrication, par rapport à comment on utilise l'argile des pots. D'accord. Voilà. Donc la quantité, etc. Enfin, c'est assez technique. Il y a d'autres questions? Ouais, il y a d'autres questions. Alors déjà, je m'excuse auprès de Didi Cool qui dit « Je vais choper un torticolis parce que la vidéo est penchée ». Ah bon? Nous, on a pris le parti de faire la vidéo en paysage parce qu'on trouve qu'il y a plus de choses à montrer. Okay. Il n'est pas exclu qu'un jour on revienne à un format portrait. Mais pour l'instant, on est comme ça. Et donc, j'imagine que Didi Cool regarde sur son ordinateur et qu'il ne peut pas tourner son écran. On a une question, effectivement. Il y a Brice qui nous demande « Est-ce que les racines d'une plante peuvent briser ou endommager le pot ?» Non. Mais je crois qu'il y a une réponse que tu nous as donnée tout à l'heure. C'est que si les racines ne vont pas se diriger vers le pot de manière très très importante, il n'y a aucune raison qu'elles brisent le pot en fait. Elles se dirigent quand même vers le pot puisque c'est la source de l'eau, mais le pot percole quand même beaucoup tout autour, donc ça c'est la première chose. Et puis après, tu vois la forme du pot, alors là je l'ai enterré donc on ne peut plus le voir, mais que vous avez vu au début comme ça, c'est une forme qui résiste plus qu'une forme droite et qui résistera plus qu'un pot de terre, un pot de plante en terre qu'on utiliserait pour faire la même chose. Donc il résiste à la pression de la terre, même si la terre, tu vois, par exemple il y a beaucoup de pluie et puis elle devient plus lourde avec l'eau, c'est quand même pensé pour ça, pour résister à ça. Puisqu'on peut utiliser des Hoya non seulement pour les cultures de plantes potagères, mais aussi pour des plantes d'ornement et aussi des arbustes, des haies, des choses comme ça. Donc effectivement c'est une question qui est intéressante parce qu'on peut se dire si les racines viennent dessus et qu'elles commencent à entourer et faire une pression dessus, c'est prévu. Donc le pot ne casse pas. Alors là on ne m'a pas posé la question, mais la question qu'on peut se poser aussi, là on est en été, on les met en place en été. La question ça peut être, est-ce qu'on les garde dans le sol pendant l'hiver, et notamment, est-ce que ça va résister au gel? Alors on sait que ces pots-là résistent à moins 2 degrés. Donc si on devait les laisser en place, un moyen de ne pas les retirer pour les protéger du gel, c'est évidemment qu'il ne reste pas d'eau dedans. Et on peut faire un paillage dessus assez conséquent. Tu vois, un paillage, là carrément tu refermes le couvercle en hiver et puis tu mets un gros paillage comme ça de 10-15 cm par-dessus. Donc du coup, alors on sait que même quand il gèle beaucoup, quand il gèle à -5, -10, etc., le gel, avec le temps, si ça ne s'arrête pas de geler, il va descendre dans le sol. C'est-à-dire que le sol va être pris par le gel au début sur cette surface-là, puis ça va descendre. Tu vois. Donc le pot, il est quand même enterré. Donc le temps qu'il gèle à -2, toute la surface du pot, il faut qu'il gèle pas mal quand même. Donc en le protégeant avec un gros paillage d'hiver, on peut les laisser sur place, mais surtout, alors je répète, sans laisser l'eau dedans. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre l'été et l'hiver, il y a l'automne. Donc pour pas qu'ils prennent de l'eau pendant les pluies d'automne, une fois que l'été on s'en est servi et au dernier moment, c'est-à-dire au dernier arrosage, on arrête de l'arroser, de mettre de l'eau dedans, et on ferme. Comme ça les pluies ne rentrent pas et il est vide.
Je ne sais pas si j'étais assez clair là-dessus. Si, moi ça me paraissait très clair. Après, si vous trouvez pas ça clair, il faut le dire. Oui, il y a Fifi qui a abordé légèrement le sujet tout à l'heure, qui a dit qu'effectivement, en fonction de la qualité du pot, il résistait plus ou moins bien au gel. Donc je pense que s'il en parle, c'est qu'il les a testés lui-même dans son jardin. C'est donné pour moins 2. Voilà. Pour moins 2, ouais. Mais dans le sol. Alors après, si on a un doute, parce que ça peut être dans des régions où il fait plus froid et où les étés peuvent être chauds quand même, du coup, on peut les enlever. Hein. C'est pas, tu vois, regarde, on va faire le test, hein, tu vois, pour éviter. Oui, parce qu'on se dit c'est de la terre cuite, donc Ouais. c'est pas trop fragile, quoi. Ouais. Alors ça va, tu vois, c'est. Et là, tu le casses en direct. Clac. On coupera. On peut commencer d'ailleurs. Hop, on peut peut-être commencer par Si le vous avez des dégager questions comme ça, pendant que Franck déterre le pot, ou même des retours d'expérience, hein, puisque a priori certains d'entre vous semblent connaître le principe. Oui, ça peut être intéressant. Via des jarres. N'hésitez pas à partager avec nous, avec les autres. Hein. Ça peut être intéressant d'avoir des témoignages, effectivement. Tu vois, j'enlève là, tu vois, là, c'est pas compliqué. Après, là, le pot, il est neuf. Effectivement, il s'enlève super simplement. Mais d'ici 1 an d'utilisation, est-ce qu'il sera aussi... J'ai pas testé, donc je peux pas répondre. Ouais, bien sûr. Et c'est surtout que la terre va s'être bien, tu vois, bien fixée dessus. Ouais. Alors, on met là, c'est dans un potager, donc on sait par nature que les potagers, c'est des cultures courtes. C'est des cultures de 3 à 4 mois. Après, on les change. C'est pas, tu vois, utiliser un Oya pour des arbustes d'ornement, par exemple, c'est quand même différent. Parce que là, on les laissera en place, vraiment. Oui. Pas Mais là, ici, puisque je vais travailler mon sol, je les enlève, tu vois. Du coup, là, tu vois, c'est facile hein, quand même. Ouais, bien sûr. Et ça a surtout du coup un intérêt pour de la culture au potager. C'est ce que tu nous dis là. Sinon, ça a moins d'intérêt si tu fais de l'ornemental. Non, ça peut avoir un intérêt aussi. D'accord. Hein. Parce que il y a comme donc je vais répéter par rapport au fait que ça facilite l'arrosage. Là, tu as un pot, tu n'arroses pas 4 pieds, tu sais, en visant le pied pour que l'eau ne soit pas perdue. Là, tu remplis ça, c'est tout. Tu vois, tu arrives avec un arrosoir ou un tuyau, tu remplis et tu fermes. Voilà, c'est tout. Tu ne te poses pas de question de regarder où est-ce que... Ouais. Non, c'est bien. Hein. Donc, il y a un côté pratique aussi, tu vois. Puis je le remets en place, tu vois, là je l'ai défait, je le remets. Donc on voit bien la forme. Le fait que ça soit bombé comme ça, c'est plus résistant. Ouais. Voilà, que si c'était droit. C'est marrant. S'il y a une pression ici, en fait, ça résiste plus quand c'est rond. On nous dit toujours que les formes arrondies sont celles qui résistent le plus. Ouais. En fait, c'est comme, alors d'une façon complètement différente, mais quand tu vois un pont avec une clé de voûte, en fait le poids appuie sur la clé de voûte et est réparti sur tout l'ensemble de l'arc. Ouais. Bon là, c'est un système d'arc aussi, donc il y a une résistance plus importante. Bon, on le remet. C'est drôle, il y a Little Sack qui nous dit c'est joli comme objet en plus, mais c'est dommage parce qu'il faut l'enterrer. Voilà. Après, il sera beaucoup moins joli après, sous 30 cm. Voilà, après l'hiver, on peut le déterrer puis mettre des fleurs dedans. Hein. Ouais, c'est un objet multi-usage. Voilà. C'est vrai que c'est joli, hein. Tu vois comment c'est avec le col comme ça qui revient. Ouais. Et puis la forme aussi. Hein. C'est un bel objet. Après, il doit y avoir des moyens, quand on a un pote céramiste ou potier, de se faire des Oya pour beaucoup moins cher que 150 €. Alors, il y a une technique quand même. Hein. Ouais. Tu sais, j'ai dit tout à l'heure que ceux qui les fabriquent, il y a quand même une technologie entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont optimiser les quantités d'argile par rapport à l'eau, etc., les cuissons. Alors je ne connais pas les secrets de fabrication, mais il y a quand même une optimisation de ces objets, c'est pour ça qu'ils coûtent assez cher, pour la porosité. Ils sont faits pour la porosité, tu vois. D'accord. Moi, sur des petites recherches que j'avais faites sur Internet sur le sujet, j'avais vu que dans certaines cultures où on utilise des jarres, on ne les appelle pas les Oya dans ces cultures-là, mais des jarres d'irrigation, en fait, on mélangeait par exemple de la sciure de bois ou d'autres matériaux pour augmenter ou réduire la porosité du matériau en fonction ce que je disais, des besoins des plantes locales. C'est cette technologie-là, technologie pour optimiser la porosité, vraiment l'échange avec le sol. Okay. Et ça se régule avec le sol, en fait. C'est ça aussi le point positif. Tu mets de l'eau, tu vois, tu n'es pas là en train de mesurer des quantités à chaque pied, tu mets de l'eau là-dedans, c'est tout, quoi. Et ça régule tout seul. Ouais.
Et puis avec 50 ou 70% d'économie d'eau, Alors entre 50 et 75%, c'est énorme. suivant le type de sol, le climat, l'époque où tu le fais, les besoins de la plante, etc. Ouais, Quand ça marche bien, quand c'est bien, il faut respecter les distances. les distances, oui. Tu vois, on dit pour un pot comme ça que ça doit être à 50 cm du pied et que ça couvre les besoins autour là, de ce pot-là. C'est un pot de 5 litres comme ça irrigue en surface 80 cm par 80. Tu vois, un carré de 80 sur 80 à peu près. Donc D'accord. un petit peu moins d'1 m². Ok. Donc c'est pour ça, tu vois, je le fais. Là, entre ces 4 pieds-là, je mets celui-là. Et puis ici, entre ces 4 pieds-là. D'accord. J'ai une question à laquelle j'avais vraiment pas pensé, c'est Brice qui nous la pose. Est-ce que le Eoya permet la diffusion des minéraux? C'est-à-dire que quand tu mets de l'engrais, par exemple des choses naturelles dans ton eau, est-ce que ça va disséminer ou est-ce que l'argile va les bloquer? Ça va disséminer. C'est bien Parce ça. que l'eau, elle ne boit pas. Ouais. Enfin, la plante, pardon. La plante, elle ne boit pas. La plante, en fait, elle va puiser les éléments minéraux du sol dans ce qu'on appelle la solution du sol, c'est-à-dire la partie liquide du sol qu'elles peuvent absorber. Et dans cette partie liquide, ce qui intéresse les plantes, c'est pas l'eau en tant qu'eau, elle ne se désaltère pas comme nous, c'est les éléments nutritifs qui sont dans l'eau. D'accord. Donc effectivement, oui, Donc, si tu mets par exemple du thé, du marc de café, peu importe quel... ça va diffuser dans l'eau Ouais. et ça va être transporté par l'eau. C'est très bien, bon, bah, ça répond à la question. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre tout ça dedans, hein. Oui, oui, oui. Attention, là on met de l'eau, mais en plus l'eau, comme j'ai dit, l'eau elle va passer à travers le pot, on ne met pas d'engrais là-dedans, et elle va aller dans la terre, elle va humidifier le sol. C'est dans le sol qu'il va y avoir les éléments qui vont se mélanger, qui vont se retrouver dans l'eau. Tu vois, quand on apporte de l'eau, là ici, c'est pas de l'eau qui est enrichie, puisqu'on a déjà préparé notre terrain. Là, moi, j'avais déjà expliqué, hein. Nous on travaille du compost. Le compost il est dans la terre, dans le sol. Et c'est le fait que le sol reste humide qui permet à la plante d'aller chercher ces éléments qui se retrouvent dans l'eau. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication. Bon, a priori, hein, je pense que j'aurais eu des commentaires si c'était pas clair ça. Je vais le laisser. Non, il y a Little Sack qui nous dit que finalement, effectivement, lui qui en utilise en hiver, il les ressort et il les suspend. Ouais, d'accord. C'est vrai que c'est joli en Ouais. fait. Ah oui, Effectivement, en moi je suspension, trouve ça doit être sympa. Ouais. Je trouve ça super joli, hein. C'est un bel objet, hein. Et alors, ce qui est encore plus beau, c'est de se dire que c'est quelque chose qui est utilisé depuis plus de 2000 ans, entre 2000 et 4000 ans, tu vois. Ouais. Et ça a été utilisé par les Chinois, mais aussi, on sait, par les Romains. Ça a peut-être pu être utilisé par, je sais pas, les Grecs. Et jusqu'à maintenant, puisqu'on s'est utilisé en Amérique du Sud, c'est utilisé en Afrique, Ouais. c'est utilisé en Asie. Donc ça veut dire que, bon, jusqu'à aujourd'hui, c'est une valeur sûre, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, hein, c'est qu'on constate quand même, en parlant autour de soi, hein, tout simplement, qu'en fait les gens connaissent peu cette technique d'irrigation. Bah Alors voilà, que c'est un truc qui te fait économiser, comme tu le disais tout à l'heure, énormément d'eau. Ouais. Ça marche, c'est moins de travail parce que tu ne te prends pas la tête, tu remplis ta jarre et tu la re-remplis quand elle est vide. Et quand on parle autour de toi, bah, ah ouais, et les gens sont Bah, pas tu sais, il toujours au y a courant. des choses comme ça qu'on a oubliées bon, c'est surtout utilisé là où il fait sec, hein. Parce que ici, tant que tu as une ressource d'eau que tu ne comptes pas, bon, bah, tu vas pas t'embêter à enterrer des trucs et des machins, tu vois. Si tu as plein d'eau à ta disposition, à la limite, tu mets même pas de paillage. Tu t'en fous qu'il y ait l'eau qui s'évapore, voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, comme on sait que l'eau est une ressource épuisable et précieuse, bah, on va faire attention à ne pas la gaspiller. Ouais. Donc tout ça participe à la gestion de l'eau dans son ensemble. Ouais, très bien. Le paillage, l'Eoya, on va encore un petit peu plus loin. Et en associant les deux, ben, on évite toute cette perte d'eau. Économie entre 50 et 75%. Si on fait tout ça. D'accord. Donc tu vois, voilà, s'enterrer comme ça, tu vois, jusqu'au collet en fait. Ouais, c'est vrai que ouais. Alors on a une remarque, c'est qu'effectivement c'est pas du tout le genre de produit qui est mis en avant dans les jardineries, dans les magasins spécialisés. Ben non, parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément pour l'instant de marge par rapport à ça. Ouais. Et il doit y avoir 2 fabricants en France. Tu vois, c'est un truc qui est en train de venir à la mode. Ouais. Parce que au niveau de la consommation, c'est toujours des effets de mode, hein.
Donc ce qui est bien, et c'est ce qu'on commence à faire, nous on l'a jamais expérimenté, tu vois, c'est que cette année. Donc on les a reçus en plein confinement, donc on n'a pas pu les utiliser. Et puis on les met en place en été. Donc là, c'est l'été, on les met en place et on va tester. Bah écoute, de toute façon, pour l'utilité et la durabilité, on en reparlera dans quelques mois, quoi. Voilà. Et puis ce qui va être intéressant, c'est quand effectivement il va faire très chaud. Et du coup, là, ça veut dire que pour les prochains mois, tu n'utiliseras que l'éolien pour arroser ces tomates. Celle-là, oui. Ah, c'est super oui, intéressant. Celle-là, ça vous permet de comparer avec celle d'à côté. Exactement. C'est super intéressant ça. Exactement. Écoute, non, mais ce qui serait intéressant, c'est de montrer, même si on ne refait pas un live dessus, on pourrait envoyer des photos pour montrer la différence entre les deux pieds, enfin les différents pieds, en fonction du type d'irrigation. Ok, tiens, tu peux dire bonjour à Chantal, qui s'est connectée. Bonjour. Donc, écoute, moi, j'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on va finir le live là-dessus. Ok, s'il n'y a pas de questions. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci de nous avoir suivis. Merci pour les questions. N'hésitez pas à poster d'autres questions si vous voyez cette vidéo sur la chaîne YouTube. Puisqu'en fait, là, dans la journée, je pense que je vais la mettre assez rapidement sur la chaîne. Donc il y a peut-être des questions qui n'auront pas été posées en direct, mais qui pourront se poser par ailleurs. Ou des retours d'expérience, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Franck. Merci Fifi. Ouais, pour le prix, hein. Les gens ça donne une idée. Ah oui, le prix, ça. Bon, on dira rien, on s'exprimera pas là-dessus, mais je vais faire travailler mes copains potiers. On vous souhaite un très très bon week-end et on se tient au courant pour un prochain live. Bon week-end. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.